expérience était utile dans leur vie professionnelle. Ils ont répondu oui à 93%. C'est vraiment essentiel que vous soyez clair, précis, percutant. Une trentaine de compétences professionnelles et en face de chaque compétence, vous avez un exemple concret de la façon dont vous avez pu acquérir ou développer ces compétences en étant chef ou chef-tête. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour le dernier lundi pro du RASO de l'année 2024. Voilà, c'est la dernière fois qu'on se retrouve pour une thématique professionnelle ce soir. Je suis Delphine Brosseau, je suis directrice déléguée du RASO et je suis en compagnie de Clotilde Boyer. Bonsoir Clotilde. Bonsoir Delphine, bienvenue à tous. Alors, ce soir, on va parler de l'expérience scout, de la façon dont on peut la valoriser dans sa vie professionnelle, dans les tout débuts notamment de sa vie professionnelle. Et puis, on va aussi pas mal discuter autour de la façon dont on peut vous aider à concilier engagement scout, études et vie professionnelle. Voilà, vous aider dans vos débuts professionnels notamment, à la recherche de stages, d'alternance, de CDD, CDI ou que sais-je. Alors, toutes les deux, on va pouvoir à la fois vous donner une expérience vraiment professionnelle grâce à Clotilde, qui est formatrice, consultante, coach, et dont le métier est vraiment d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leur vie professionnelle, soit dans les débuts, soit justement en cours d'une transition professionnelle. Et puis, moi, j'aurai la casquette plutôt évidemment, celle du RASO, pour vous montrer quels sont les différents outils et services qui sont à votre disposition pour vous aider à valoriser votre expérience scout dans votre vie étudiante et professionnelle, et puis pour décrocher le job qui vous ira et qui sera compatible avec votre service scout si vous souhaitez continuer à servir ou si justement vous hésitez en vous demandant ce n'est pas forcément compatible. Et on va voir qu'il y a des façons de rendre ça compatible, justement. Alors, on va vous présenter un support. Pour ceux qui le souhaitent, on pourra vous l'envoyer. De toute façon, on le mettra à disposition des membres du RASO sur le site directement. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Si vous le voulez, vous le pouvez. Et puis, vous avez tout à fait la possibilité de poser des questions au fur et à mesure de notre présentation ou à la fin du petit topo. Eh bien voilà, c'est parti. Je vais partager mon écran et on va démarrer. Hop, dès maintenant. Voilà, je vais essayer de le mettre en mode diaporama. Est-ce que là, c'est bon? Vous voyez toujours bien? Clotilde, je suis en plein écran? Oui, absolument. Ok, Ouais. super. Alors, donc ce que l'on va voir en premier, c'est déjà la réponse à cette fameuse question, faut-il ou non parler de son expérience scout? On hésite parfois et on va vous donner un certain nombre d'éléments pour pouvoir répondre à cette question. Ensuite, ce qui va vous servir pour répondre notamment à la première question, c'est quels sont les atouts de l'engagement scout, de l'expérience scout. Et puis ensuite, on va aller sur vraiment un peu plus au cœur d'un process de recrutement avec les différentes étapes avant de décrocher un entretien, un CV, l'aide de motivation LinkedIn, avec un certain nombre de conseils en soi pour franchir ces différentes étapes et puis des conseils justement pour valoriser cette expérience scout dans ces différentes étapes jusqu'à la grande étape de l'entretien que l'on va pas mal décortiquer. Et puis, on va aborder aussi un certain nombre de questions que vous pourriez avoir ou que des recruteurs peuvent vous poser et qui peuvent un petit peu voilà, vous gêner ou vous perturber au cours d'un entretien. Et donc, on va justement aborder ces questions-là. Et puis ensuite, on va vous présenter les différents outils et les différents services qui sont disponibles au RASO pour pouvoir trouver un job compatible avec votre engagement scout notamment, mais pas seulement. Et puis, on va vous montrer aussi les différents supports qui existent, les différentes démarches qui ont été entreprises par le RASO avec l'association des guides scouts d'Europe pour valoriser votre expérience scout. Voilà, donc on a un riche programme. On va dérouler tout de suite pour pouvoir justement voir l'ensemble de ces étapes.
Alors, Clotilde, c'est à toi. Oui, j'avais envie un peu de vous sonder, même si je ne vous vois pas visuellement. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà voilà, réalisé son CV en y indiquant leur expérience scout? Est-ce que voilà, ça fait partie des critères, des rubriques que vous avez pu indiquer dans votre CV? Vous pouvez répondre sur le Alors, je chat vais ouvrir ouais, le chat en tout de direct. suite. Parce que, voilà, ça y est, le chat est bien ouvert. Et donc, vous pouvez Merci. répondre directement sur le chat. Plutôt des oui pour le moment. Oui. Donc, ce On a sera des... intéressant de voir comment vous avez formulé votre expérience scout. Parce on l'abordera peut-être au moment où on va évoquer la question du CV. Est-ce qu'il y en a qui, par exemple, sont pas du tout à l'aise avec le profil LinkedIn qui n'ont pas encore créé sur Internet? Et qu'est-ce qui leur manquerait pour cela? Donc, je puisse aussi un peu répondre à vos attentes en fonction de là où vous en êtes. Alors, profil LinkedIn, scoutisme ou pas scoutisme? N'hésitez pas à répondre pour qu'on puisse sonder un petit peu, euh, voilà, un petit peu où vous en êtes et pour qu'on puisse s'adapter aussi à à vos profils. Alors, il y en a qui le mettent dans la partie associatif. Oui. Et S'il n'y a pas de réponse pour LinkedIn, c'est peut-être que tout le monde en a un, et tant mieux. ouais, ou pas. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des expériences d'entretien où vous avez partagé justement bah, votre parcours scout ou vos valeurs scout ou est-ce que vous n'osez pas? Voilà, c'est ça qui peut être intéressant de voir. Jamais. Jamais. OK. Ouais. Oui, en présentant des projets réalisés, intéressants, en entretien. OK. Non. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont en recherche de stage en ce moment et qui aimeraient avoir un peu des billes là ce soir, notamment pour pouvoir valoriser leur expérience scout en vue d'une candidature de stage? Stage ou alternance, mais c'est pas trop le moment, c'est pas encore la saison là, mais ça peut arriver. Il y en a qui se projettent peut-être, hein, qui anticipent Exactement. peut-être. Ouais, OK. travail aussi, ça marche bien sûr. Oui, on aborde aussi les jobs bien sûr, mais c'est vrai, vous allez voir, il y a beaucoup de points communs. Et Ok. cette dernière question, Et qui pense que l'expérience scout est un atout pour sa vie professionnelle? un grand oui. On entend l'enthousiasme à travers les i. Et Ben oui, on va pas vous dire le contraire, hein, c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est bien évidemment un atout et il ne c'est faut tout à pas fait en vrai. avoir peur, enfin avoir peur de l'exprimer. On va voir plutôt le comment le faire. Mais en tout cas, oui, on est convaincu que c'est important à mettre en avant. Les recruteurs apprécient ceux qui sont passés par un parcours scout et notamment des engagements hein, de chefs scouts qui sont bons à valoriser en entreprise. Très bien. Alors, on va continuer. Alors, faut-il parler ou non de son expérience scout? Alors, oula. D'abord, la première chose, c'est que l'image du scoutisme dans la société française est plutôt bonne. Alors, la première fois qu'on a fait ce webinaire il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait une étude qui avait été faite par OpinionWay pour les scouts de France qui disait que 62% des Français avaient une opinion positive. Je pense qu'avec l'étude IFOP que le RASO a sorti au mois de septembre, on a bien fait grimper ce pourcentage. Et Ouais. donc, on a, je pense, une grande majorité des Français et encore plus des recruteurs qui ont une image positive du scoutisme. Ça, c'est un premier point. C'est bon à savoir. Euh, alors,
Autre élément, est-ce qu'il est risqué, entre guillemets, ou non, de parler de son engagement scout? Alors, je dirais que, en fait, ça dépend notamment de là où vous candidatez. Euh, on va dire que, de manière générale, il y a peu de risques. Il peut y en avoir. Vous pouvez tomber sur un recruteur qui a de gros a priori sur le scoutisme ou qui n'aime pas du tout ça ou qui peut-être a eu une mauvaise expérience. Enfin bref, voilà, quelqu'un qui va avoir un regard assez négatif sur le scoutisme, mais en tous les cas, c'est clairement pas la majorité, loin de là. Et après, il peut y avoir certains secteurs, certains métiers où en effet, ça peut être un petit peu compliqué euh, où il vaut mieux ne pas forcément exposer parce que voilà, dire qu'on a fait du scoutisme chez les guides et scouts d'Europe donne quand même une certaine part de votre identité qui n'est pas toujours facile à porter dans certains secteurs, certains métiers ou certaines entreprises. Donc là, c'est à vous de juger, de vous renseigner avant si vous pensez que c'est risqué et que c'est vraiment euh, là que vous voulez travailler, c'est vraiment dans cette entreprise-là que vous voulez travailler et vous pensez que c'est vraiment votre lieu, alors dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux ne pas en parler. Et enfin, la dernière chose que je dirais de ce point de vue-là, c'est que euh, finalement, il peut y avoir un risque. Vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un, et je pense au stage ou aux alternances, qui n'aime pas du tout le scoutisme, qui a de gros a priori dessus. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous serez à votre juste place avec quelqu'un qui risque certainement d'être votre tuteur de stage ou d'alternance voilà, avec qui ça va pas forcément bien voilà, le feeling ne va pas forcément bien passer parce que vous êtes sur un système de valeurs qui peut être très différent et voilà, pour lequel, et avec lequel c'est pas forcément facile de travailler au quotidien. Donc ensuite, voilà, la question c'est est-ce que vous pensez que vous êtes à votre place dans une entreprise ou avec des collaborateurs voilà, qui aurait une vision très négative de ce que vous vivez dans le scoutisme, alors que le scoutisme vous porte, vous fait grandir, etc. Donc ça, c'est vraiment à chacun de discerner sur cette partie-là. Alors, il y avait une question de Mathieu, quel type de secteur entreprise? Euh, alors, enfin, c'est très variable, mais globalement, dans la fonction publique, il y a quand même un certain nombre comment dire, de métiers ou d'entités publiques où il vaut mieux ne pas trop, enfin, ne pas en parler, ou en tout cas, voilà, ça donne quand même une idée. On est un scoutisme catholique, on est une association confessionnelle, donc ça dit quelque chose de votre identité. Et quand on travaille dans la fonction publique, on se doit d'avoir une certaine, enfin, avoir une neutralité. Donc là, c'est pas toujours évident. Euh, si vous voulez travailler dans un certain nombre de titres de presse, par exemple. Voilà, je pense à la presse. Euh, voilà, il y a des médias où vous ne serez pas forcément le bienvenu en étant un ancien ou un chef Mm. scout d'Europe. Euh, voilà, c'est deux exemples que je peux vous citer. Il n'y en a pas 36 000, hein, c'est globalement Non. assez rarissime. Clotilde, si tu veux compléter peut-être. Ouais, non, mais effectivement, j'allais dire qu'il n'y en a pas tant que ça, je pense. C'est plutôt. Alors, il y a le type d'organisation, mais c'est surtout le type de manager qui est à la tête ou de RH que vous allez rencontrer, qui peut lui-même, à titre personnel, avoir des a priori ou avoir euh, une expérience, une histoire qui a mal vécu. Le scoutisme, du coup, il reste avec ça, mais ça reste assez marginal quand même. Alors, les atouts de l'expérience scout, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais je vais m'appuyer aussi sur l'étude IFOP pour vous en parler. Et puis ensuite, on va dérouler ça un petit peu plus concrètement. Et puis évidemment, la façon de parler de votre expérience scout, là, Clotilde va vraiment dérouler ça de manière précise. Euh, alors, ce que je peux vous dire déjà, qui sort de l'étude IFOP euh, qui a été publiée par le RASSO en septembre. Donc là, on a posé la question à des anciens scouts. Euh, on leur a posé un certain nombre de questions et ils devaient dire s'ils étaient plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord. Il y a une question, c'était, vous considérez l'expérience scout comme un atout dans le cadre du recrutement d'un collaborateur? 98% ont répondu plutôt oui. Voilà. Mm. Dans ces mêmes anciens, donc c'est énorme, c'est quasi la totalité. Euh,
toujours dans ces mêmes affirmations, on a demandé aux anciens scouts s'ils trouvaient que leur expérience scout était utile dans leur vie professionnelle. Ils ont répondu oui à 93%, tout âge confondu. Et enfin, autre chiffre assez intéressant, ils sont à 73% des anciens scouts pour qui l'expérience scout a déjà constitué un atout lors d'un entretien d'embauche. Ça, c'est un chiffre énorme. 73% des anciens scouts, c'est vraiment factuel. Ça a été un atout dans leur entretien d'embauche. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir ces chiffres-là en tête. Autre chiffre que je peux vous donner, plus de 80% des offres d'emploi, de stage, d'alternance qui sont publiées sur la plateforme du RASSO sont des offres qui sont publiées par des recruteurs externes, donc pas par des anciens membres de la communauté du RASSO, mais par des entreprises, enfin voilà, par des recruteurs qui ne font pas partie de la communauté. Voilà, ça c'est quelques chiffres qui peuvent vous donner des éléments assez factuels. Et puis, alors de nouveau, dans l'étude IFOP, alors cette étude, vous pouvez la retrouver sur le site du RASSO dans son intégralité. Voilà, vous pouvez même la télécharger. On vous conseille vivement de vous appuyer dessus, mais on le redira avec Clotilde, pour préparer un entretien, si vous voulez, justement, ça fait partie des billes qui sont intéressantes pour pouvoir argumenter et valoriser votre expérience scout en entretien. Alors, l'autre question qu'on avait posée aux anciens scouts, c'était si ils avaient pu développer ou acquérir un certain nombre de qualités humaines et collectives grâce à leur passage, enfin, leur parcours scout. Ils sont 100% à avoir déclaré qu'ils avaient pu approfondir ou acquérir le sens de l'équipe et du collectif. 99% pour le sens des responsabilités, 98% pour le sens de l'engagement, 98% aussi pour l'autonomie et la capacité à se débrouiller par soi-même, 97%, ça c'est très intéressant pour les recruteurs, la capacité à positiver et à avoir un état d'esprit constructif. 97% le fait d'apprendre et de savoir tenir sa parole et 80% le dépassement de soi. Donc là, vous avez toute une liste de qualités humaines ou de ce qu'on appelle les soft skills, on va en reparler, qui permettent, enfin, qui sont vraiment des qualités que l'expérience scout permet de développer, d'approfondir, et vous pouvez vous appuyer de nouveau sur cette enquête pour pouvoir en parler en entretien notamment. Voilà le petit tour d'abord pour essayer de désamorcer un certain nombre de questions qu'on peut se poser autour de l'expérience scout en recrutement. Et je passe la parole à Clotilde. Et donc maintenant, vous allez me dire, mais alors comment fait-on pour valoriser cette expérience coûte concrètement dans nos CV, dans nos entretiens à l'oral, dans nos supports de communication pour candidater? Ce qui va être important, en fait, c'est d'éviter le jargon scout. Ça, c'est la première recommandation que je ferai, parce que on reste dans notre univers, hein, nous, on sait de quoi on parle, mais c'est pas du tout explicite pour des recruteurs. Donc, ce qui va être important, c'est, pour évoquer votre expérience, d'essayer d'objectiver, en quelque sorte, pour montrer finalement à vos interlocuteurs l'apport réel, concret de votre expérience, mais que ce soit parlant. Et que ça soit aussi, alors non seulement parlant, explicite, mais également clair, c'est-à-dire les faire sortir d'une vision peut-être un peu floue, déformée qu'ils peuvent avoir du scoutisme, voire négative. Donc plus vous serez factuel et objectif, plus ce sera recevable, on va dire, hein. Donc ça, c'est important de l'entendre. Donc vous allez avoir des... N'hésitez pas à reprendre les termes que vient d'évoquer Delphine sont tout à fait judicieux pour mettre en valeur vos compétences professionnelles. Là, effectivement, vous savez peut-être que une compétence peut se décliner en savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc, vous allez pouvoir utiliser des termes liés au scoutisme, à ce que vous avez réalisé ou appris à travers le scoutisme, en les transformant un peu avec du langage un peu plus corporate, on va dire, un peu plus destiné aux entreprises, qui va être plus compréhensible pour eux, mais ce n'est pas les trahir, hein, ces compétences, c'est uniquement les rendre audibles et les verbaliser voilà, de façon plus professionnelle. Donc, par exemple, quand vous êtes, là je m'adresse par exemple à ceux qui ont pu être chef, quelle que soit l'unité dans laquelle vous avez servi, évidemment, vous avez acquis des capacités de leadership, d'animation, de prise de décision.
c'est évident pour toute personne qui manage, qui encadre, hein, qui gère un groupe. La prise de décision, vous pouvez évoquer aussi, sans le nommer comme ça, mais la pédagogie des conseils, en fait, elle va être utile pour valoriser le fait que quand vous avez cette capacité de leadership, mais pas tout seul, vous avez su exercer l'autorité en travaillant avec d'autres, en prenant conseil quand c'est nécessaire. Ça peut être des éléments que vous pouvez reprendre, soit voilà, sous forme de bullet point, j'ai envie de dire, dans votre CV ou votre profil LinkedIn, mais en termes de compétences, mais également dans votre lettre de motivation, hein, pouvoir justifier ce qui vous a permis d'être un chef scout, en l'occurrence. Il y a des compétences organisationnelles, en fait. Donc, quand vous avez dû planifier votre programme d'année, organiser votre camp scout, etc., évidemment, vous avez dû exploiter, utiliser des capacités de conception, de planification, d'organisation. Tout ça, ce sont des choses qu'on apprécie à titre professionnel. Quoi d'autre? Il peut y avoir effectivement des questions de gestion de sécurité, sûreté, santé, hygiène, par exemple, pour tous les jobs aujourd'hui autour de la RSE, ça peut être intéressant à valoriser. Euh, donc, ça dépend aussi du poste, hein, pour lequel vous postulez ou du stage que vous recherchez. Et puis, il y a cette question, effectivement, d'animation en elle-même sur le plan pédagogique. Donc ça, vous pouvez également en parler en termes de conduite de projet, hein, animation, conduite de projet, et tout le côté communication, représentation auprès des jeunes, mais aussi auprès de la hiérarchie, des parents, des autorités, tout ça, ce sont des termes que vous pouvez reprendre tels que, en fait, dans un CV, en l'illustrant après à l'oral pendant votre entretien, d'exemples concrets avec des chiffres, si possible, à l'appui, des résultats à l'appui. Ce sera, ce sera assez clair. Donc, en résumé, vous pouvez exploiter, en fait, à travers votre expérience scout, à la fois des compétences euh, comportementales, hein, qui sont plutôt liées aux soft skills, on appelle ça comme ça, aux compétences douces, on va dire, hein, tout ce qui est le savoir-être, des compétences de conduite de projet, des compétences organisationnelles, des compétences relationnelles, des compétences managériales, et voire des compétences techniques aussi. Donc, tout ça, vous pouvez les utiliser soit ponctuellement comme ça, soit les organiser un peu sous forme de catégories de compétences, selon un peu vos années, vos nombre d'années d'expérience. Alors, je continue. Donc, les fameux soft skills, voilà, on va revenir un petit peu dessus, mais ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Celles qui sont acquises grâce à l'engagement scout, hein, il y en a en tout cas 5 majeures, plus celles qu'on a exposées grâce à l'enquête IFOP. Le sens de l'engagement et des responsabilités, ça vous paraît peut-être une évidence, mais finalement, ça ne l'est pas toujours pour tout le monde. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus, qui sont un peu laxistes, sur lesquels on a du mal à compter en termes de fiabilité par rapport à la ponctualité, des choses vraiment toutes simples comme ça. Eh bien, voilà, votre sens de l'engagement, le sens du collectif, ça peut être intéressant de montrer que, en fait, vous êtes fiable, on va pouvoir compter sur vous, vous n'agissez pas dans votre intérêt personnel, etc. Il y a aussi eh bien, la compétence de loyauté et de confiance. Donc là, c'est assez proche, hein, mais quand on a pris, ben, on a fait sa promesse à 8 ans, on a ensuite euh, peut-être prononcer aussi sa promesse coûte à 13 ans, on a été investi, etc. Tout ça, eh bien, ça montre qu'on vous a fait confiance. Donc, dans une entreprise, on apprécie d'avoir affaire à quelqu'un qui va être loyal par rapport à sa hiérarchie, mais aussi sur lequel on va pouvoir compter. Il y a aussi cette attention aux autres, cette capacité à créer du lien et de l'enthousiasme. Là, quand vous êtes évidemment dans le scoutisme, c'est particulièrement prégnant, puisque on est dans ce service aux autres et c'est ça qui nous tient, j'ai envie de dire. Et on a par exemple tout simplement la symbolique, hein, de, euh, du geste de la promesse scout, hein, qui veut dire que le plus fort protège le plus faible. Savoir être attentif aux autres, c'est précieux dans une entreprise ou une association, peu importe, hein, le lieu, en équipe. On va apprécier que
vous ayez cette attention aux autres et que ce soit pas trop perso, quoi. Voilà, il y a l'esprit de débrouillardise et puis cette sobriété dans le sens où eh ben, on est centré sur l'essentiel. Dans un camp scout, on va se débrouiller avec les moyens du bord et comment est-ce qu'on dit, on se dépouille, voilà, on se dépouille de ce qui est accessoire. Ça va montrer aussi chez vous une capacité à agir avec un certain esprit d'initiative, avec voilà, les moyens dont vous disposez, et une certaine du coup autonomie, on va dire, sans que on ait besoin de tout le temps vous dire ce qu'il faut faire, etc. Enfin, il y a aussi cette capacité d'aller de l'avant, de se projeter malgré les obstacles, donc de ne pas baisser les bras, de se dépasser, de ne pas faire du mauvais esprit, etc. Et de sourire dans les difficultés. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de le dire comme ça, mais c'est l'esprit, hein. Vous voyez bien que ça, c'est une qualité précieuse en entreprise, d'avoir des jeunes qui vont être enthousiastes, ou qui vont tirer leur entourage vers le haut. Alors, je parle surtout des jeunes, mais je ne sais pas quel est le public qui nous écoute ce soir. Il y a peut-être aussi des moins jeunes, mais c'est tout aussi valable. On va évidemment apprécier des profils de candidats qui sont heureux, souriants, épanouis et qui vont pas ronchonner toute la journée. Voilà, c'est des petits exemples très concrets. Voilà pour les soft skills et puis voilà, en plus de celles qu'évoquait Ça y est. Delphine tout à l'heure. Ouais. Alors maintenant, si on entre concrètement dans les outils que vous allez utiliser pour candidater, il y en a plusieurs, hein. Donc, il y a le CV, le profil LinkedIn, la lettre de motivation, puis il y a l'entretien lui-même. Donc là, petit rappel sur la manière de concevoir son CV. Je l'évoquais déjà la semaine dernière dans un webinaire qui était vraiment dédié aux outils. Vous allez retrouver à peu près les mêmes éléments. Et on va faire un focus sur la façon de valoriser, d'intégrer l'expérience scout au sein de son CV. Donc, ce qui est important à savoir, je le redis, c'est que un recruteur va passer en moyenne 40 secondes à partager, enfin à balayer votre CV. C'est le temps moyen passé par le recruteur pour lire un CV. Donc, c'est vraiment essentiel que vous soyez clair, précis, percutant. C'est en quelque sorte un concentré du meilleur de votre vie professionnelle. Donc, il faut aller droit au but. Euh, une première chose, c'est qu'à côté de votre nom, en haut, vous puissiez mettre un titre pour spécifier la fonction que vous visez ou votre objectif professionnel, votre projet, avec en dessous, moi je conseille en baseline, vos principaux atouts qui peuvent vous différencier, vous démarquer par rapport à un autre candidat concurrent qui aurait à peu près le même type de compétences ou de profil ou de formation. Donc, par exemple, je prends souvent cet exemple-là qui est assez parlant, un ingénieur en informatique, par exemple. Il faut imaginer que le recruteur, il va recevoir je ne sais combien de CV d'ingénieurs en informatique, parce que c'est le profil qu'il recherche. Donc, dès le début de votre CV, si en dessous de la fonction que vous occupez ou vous visez, il y a deux, trois points en exergue de type spécialisé en cybersécurité, 3 ans d'expérience en ONG, bilingue en anglais. Déjà, on se dit, ah oui, ben, celui-là, il sort du lot ou c'est exactement ce qu'il me faut parce que ouais, je souhaite un candidat avec cette expertise-là. Donc ça, c'est important que très rapidement, ils puissent le voir. Donc, dans les contenus incontournables du CV, vous allez retrouver évidemment une présentation de qui vous êtes, d'où vous venez, votre cursus, votre parcours de formation initiale, mais aussi donc, ce que vous savez faire, vos compétences qu'il faut mettre en avant, et pas tout en bas du CV, si possible, plutôt en haut ou sur le côté à l'arrière, mais voilà, pas tout en bas. Et la preuve de ce que vous savez faire. Donc, je vous invite, quand vous mettez une expérience dans le corps de votre CV, de justifier, en fait, quelles ont été euh, les missions qu'on vous a confiées et les résultats associés. Allez-y sous forme de chiffres ou voilà, d'indicateurs, j'ai envie de dire, de réussite, pour montrer que ce n'était pas uniquement des missions qu'on vous a confiées, mais qui n'ont pas été bénéfiques. Au contraire, il y a eu des fruits. Vous le savez, mais je vous le redis, c'est important d'adapter son CV à chaque candidature. Donc, ça ne veut pas dire changer qui vous êtes et et raconter des histoires sur ce que vous avez fait comme parcours. Ça veut juste dire mettre en avant certains éléments, valoriser peut-être des compétences par rapport à d'autres en fonction de ce qui est attendu dans l'offre. Donc là, je rappelle aussi une chose très simple, mais c'est important que dans votre CV figurent les mots-clés que vous trouvez dans l'annonce, si vous répondez à une annonce,
parce que maintenant, de plus en plus d'entreprises vont faire une présélection des CV en se basant sur les mots-clés. S'ils ne retrouvent pas les mots-clés dans votre CV, ils vont déjà, enfin, votre CV ne va pas faire partie du premier tri en amont, qui est souvent fait maintenant par des robots, enfin des moteurs ouais, des algorithmes qui font ce filtre-là. Sur la forme, ça doit tenir en une page. Clair, précis, aéré, organisé, dynamique. Voilà, c'est un peu ça les critères de réussite d'un bon CV. Pour ça, si vous voulez, ils avaient des sites internet qui existent pour mettre en forme le CV si vous n'êtes pas hyper doué. Il y a des modèles, des templates tout prêts. Vous pouvez trouver sur Canva, Mon CV parfait, et My CV Factory, des choses comme ça. Alors, avec des sites internet plus ou moins gratuits, il faut que vous regardiez un petit peu en détail. Et puis, ce qui est important, c'est que votre CV soit cohérent et personnalisé, c'est-à-dire que à la fois, il va falloir qu'il donne envie, qu'il parle de vous, qu'on ait envie de vous rencontrer, envie d'en savoir plus, et en même temps, éviter d'avoir un CV trop fantaisiste si vous êtes justement un ingénieur en informatique. On va se dire, c'est qui ce gars-là? Il me paraît pas très sérieux pour un ingénieur en informatique, voilà, je prends exprès des caricatures, mais quelqu'un qui recherche un stage en comptabilité, il va pas avoir la même forme de CV qu'un graphiste ou qu'un publiciste potentiel. Bon, ça, c'était des rappels sur la manière de rédiger son CV. Alors, quid de l'expérience coûte? Ce qui va être important quand vous allez nommer euh, votre expérience coûte, ce n'est pas de l'indiquer comme un loisir ni un centre d'intérêt, parce que c'est bien plus que ça. Et vous pouvez intituler ça sous forme de activité extrascolaire, extra-professionnelle ou engagement. Moi, ça m'arrive de voir ça. Quels sont mes engagements? Et vous mettez scoutisme parmi d'autres, éventuellement. Voilà, ça n'a pas le même impact et le même enjeu que de faire du sport, mais même si, il y a tous les bénéfices du sport hein, à côté ou de la musique. Voilà, il y a une dimension d'engagement et d'activité qu'il faut valoriser déjà rien que sur la manière de l'indiquer sur votre CV. Parler de vos responsabilités en termes de compétences et d'expérience, ben, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, hein, avec utiliser les bons mots, les bons termes. Et puis, soyez précis et factuel, c'est-à-dire quand vous dites, voilà, j'ai chef scout, on va éviter de le mettre comme ça, mais vous allez pouvoir mettre j'ai encadrement de groupe de jeunes, par exemple, construction du projet pédagogique d'année, et puis tous les soft skills dont on a parlé, toutes les compétences dont on a parlé. Mais n'hésitez pas à être précis en disant, voilà, c'était combien de jeunes, quelle tranche d'âge, pendant combien de temps, et quelles étaient finalement mes responsabilités, mes missions. Et là aussi, à parler, ne pas hésiter à parler en tâches, en résultats obtenus, si c'est possible de quantifier un peu, c'est parlant. Voilà. Alors, Mais juste avant, peut-être à côté, oui, pour compléter. oui, Alors c'est oui, le cas sur LinkedIn, donc c'est pour ça que j'y pense. Ça peut aussi être sous une catégorie bénévolat. On peut l'appeler comme ça oui, aussi dans le CV. tout à fait, c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. Sur LinkedIn, on trouve bien une catégorie comme ça, effectivement. Euh, Et bénévolat, donc c'est pas toujours en bien. expérience professionnelle. Ça n'est quand même pas, même si ça permet d'acquérir énormément de choses, Mm. il vaut mieux pas le mettre voilà, dans les expériences pro, Pour le même si distinguer, oui, oui, ça oui, va faire la distinction. oui, tout à fait. Alors, avec votre CV, vous aurez encore en France la nécessité très souvent de rédiger une lettre de motivation associée à votre candidature. Donc là, c'est un peu un incontournable, même si on sait que les personnes n'y passent pas, enfin les recruteurs n'y passent pas beaucoup de temps là non plus. Euh, En revanche, s'ils ont fait leur présélection déjà de candidats, ils vont la regarder, votre lettre. Donc, la lettre, je commence par le conseil numéro 4. Ce n'est pas une redite du CV. Ce que vous allez faire, c'est que selon le projet que vous visez, le stage ou le job que vous visez, vous allez piocher en fait dans votre CV quelques exemples, quelques arguments, soit de votre parcours, soit de votre profil, soit de votre expérience, qui sont comme des arguments que vous avancez pour convaincre en fait que vous êtes la bonne personne à recruter. Puisque le double objectif d'une aide de motivation, c'est à la fois de montrer l'adéquation entre votre parcours, votre personnalité et l'offre, si on a une, hein, si ce n'est pas une candidature spontanée, mais c'est aussi de prouver votre motivation
Donc, il faut qu'on puisse entendre, lire votre conviction, votre goût, votre motivation à vouloir intégrer cette entreprise. Donc, à les convaincre, il faut les convaincre. Voilà. La finalité, finalement, c'est de décrocher un entretien. Donc, l'enjeu de la lettre va être centré là-dessus. Le challenge, c'est que vous avez une page justement pour convaincre en 12 secondes. C'est pour ça que là aussi, soyez clair, court et précis. Alors, et percutant, j'ai envie de dire, vous allez avoir plein de modèles standards où vous allez peut-être demander à ChatGPT de vous, vous fournir votre lettre de motivation idéale. Ça peut être un bon appui pour commencer si vous avez peur de la page blanche, mais je vous en prie, ne restez pas sur une lettre complètement standard et uniforme, parce que ça va être fade, ça ne parlera pas de vous, ça ne donnera pas envie et ça ne sera pas convaincant. Donc, allez-y, osez, faites un paragraphe d'accroche qui va être important dans le plan en fait d'une aide de motivation, c'est une accroche un peu interpellante. Ensuite, vous parlez du recruteur et de l'entreprise, puis vous parlez de vous, et ensuite vous parlez de nous, c'est-à-dire vous et l'entreprise, qu'est-ce que chacun va gagner. Puis évidemment, vous terminez par une formule de politesse. Donc, quand vous avez rédigé votre lettre et votre CV, il faudra accompagner évidemment tout ça d'un court mail d'accompagnement qui va faire résumer pourquoi vous et pourquoi votre demande. Et puis vous mettez en pièce jointe. Moi, je vous invite à le faire en fait dans la même pièce jointe en PDF. Le CV et la lettre de motivation, comme ça elles sont bien ensemble, on ne les dissocie pas, et d'intituler votre document de façon professionnelle avec votre nom. Ça sera explicite si jamais le recruteur a une série de fichiers dans son ordinateur, il ne sait plus qui est qui dans le... Voilà, si vous mettez CV, ça ne parlera pas. Donc mettez votre nom, la date, éventuellement même le poste pour lequel vous postulez directement dans le titre de votre document. Donc, petite précision sur l'accroche, parce que souvent on me pose la question. L'accroche pour une lettre de motivation, c'est en fait une phrase qui va interpeller, capter l'attention de votre interlocuteur, de votre auditoire. Donc ça peut être en fait une citation que vous trouvez du RH que vous allez rencontrer ou du dirigeant ou une actualité qui concerne l'entreprise et vous la liez en fait à votre motivation. En quoi cette actualité ou en quoi cette citation rejoint qui vous êtes ou rejoint votre expérience ou une conviction. Ça peut être ça, sous forme d'accroche, voilà. Donc sur votre expérience scout, là-dedans, évidemment, qu'il va falloir la glisser à un moment quand c'est pertinent, hein, c'est pas pour la glisser pour la glisser. Donc là aussi, choisissez dans votre expérience scout les compétences acquises qui vont être les plus en adéquation avec les attentes du poste. Et donc vous allez valoriser particulièrement celle-là. Ça peut être intéressant au-delà des compétences d'aller regarder un petit peu quelles sont les valeurs de cette entreprise pour laquelle vous postulez, quelle est sa culture, et faire des ponts avec le scoutisme si c'est le cas, et puis si vous les incarnez vraiment, hein, ces valeurs, parce que sinon, ça sera stérile. Ça va Alors, jusque-là? super. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on prendra un temps évidemment pour y répondre, mais peut-être plutôt Mm. à la fin, comme ça vous aurez la vision globale des différents outils, et on prendra le temps d'échanger à la fin. Alors, autre outil pour candidater, et c'est de plus en plus important aujourd'hui, c'est le profil LinkedIn. Donc, il faut savoir que LinkedIn, c'est le réseau social professionnel le plus utilisé hein, au monde. C'est maintenant hein, le réflexe de tous les recruteurs et les professionnels pour aller voir qui vous êtes. Donc, c'est un incontournable. En l'occurrence, vous allez retrouver quasiment l'équivalent de votre CV finalement, avec une forme un peu différente, mais notamment, ce qui en plus, c'est un petit résumé de votre objectif professionnel qui peut être sous forme d'un petit pitch ou on appelle ça storytelling, un petit paragraphe attractif qui va figurer sur votre profil LinkedIn, mais il y en a qui le reprennent aussi sur leur CV, hein, c'est possible de le réutiliser aussi sur le CV. Ça va permettre, ce profil LinkedIn, non seulement pour vous d'être visible, mais de pouvoir étendre votre réseau de contacts en vous connectant à d'autres professionnels, en les choisissant d'entrer en relation.
Également, ce qui peut valoriser votre profil, c'est de solliciter des recommandations écrites sur votre profil. Il y a une rubrique dans les contacts sur LinkedIn où vous pouvez dire, voilà, je souhaite solliciter à telle relation de niveau 1 une recommandation. C'est quoi? C'est quelques lignes qu'une personne acceptera de rédiger sur vous, sincère, qui va valoriser votre profil ou une expérience professionnelle qu'il a pu avoir avec vous et qui permet aussi d'attester du sérieux de votre profil. Alors, une fois que vous avez conçu votre profil LinkedIn, il s'agit de le faire vivre et pour ça, il faut le rendre actif et ce qui va permettre aussi d'être beaucoup plus visible. Donc, ça va être important que vous puissiez poster quelques articles comme vous le faites parfois sur Instagram, sur Facebook, etc. hein, c'est le même principe. C'est la loi des réseaux. Voilà, ça fonctionne aussi pour LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à poster quelques articles, à partager aussi certains qui vous paraissent intéressants, à commenter. Utilisez aussi le dièse et l'arrobase pour pouvoir taguer des personnes ou des sujets qui sont intéressants. Ça permet au moteur de recherche, à l'algorithme de LinkedIn de vous repérer, de vous identifier plus facilement dans les moteurs de recherche. Et puis, il y a aussi une possibilité de créer du lien en appartenant à certains groupes, suivant des entreprises et des personnes qui sont en lien avec votre profession, ou avec le métier ou le stage ou le job que vous visez. hein. Voilà. Et surtout, voilà, une fois que vous avez un beau profil et qu'il est actif et dynamique, eh bien, vous allez pouvoir vous en servir directement pour postuler. Parce que maintenant, c'est un vrai média actif où on peut postuler en direct à des offres. Donc, il faut que votre profil il soit nickel, il soit prêt à être actif et donc toujours à jour. Sur l'expérience coût, donc comme le disait Delphine tout à l'heure, il y a une rubrique qui s'appelle bénévolat. Et c'est là que vous pouvez tout à fait indiquer votre engagement. Voilà. Comme tout à l'heure, je le disais, voilà, de manière professionnelle et factuelle, avec le plus de précision possible. Ce sera apprécié et valorisé dans cette catégorie-là. Donc, vous pouvez vous aider pour aller un peu plus loin, et on va le voir juste après, dans la manière d'identifier les compétences, dans la fameuse grille d'auto-évaluation des compétences pour chef et cheftaine, réalisée brillamment par le RASSO, dont vous parlera tout à l'heure Delphine. Voilà Hop. pour le profil LinkedIn. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, eh ben, on espère, on souhaite que vous allez décrocher votre entretien euh, rêvé. Et pour ça, il y a quelques clés aussi à connaître. C'est qu'évidemment, la première clé, c'est que ça se prépare. Et c'est 80% d'une clé de réussite, hein, évidemment. L'entretien, c'est un travail à faire. Donc, c'est à la fois sur le fond, préparer ce que vous allez dire, comment vous allez vous présenter, préparer aussi les questions où vous sentez un peu moins à l'aise, parce que c'est là qu'on peut peut-être venir vous titiller. Mais il n'y a pas de questions pièges. hein. En fait, les recruteurs, ils sont pas là pour vous piéger parce qu'en fait, ils ont intérêt, eux, à trouver le bon candidat. Donc, en revanche, ce qu'ils peuvent faire, c'est vous poser des questions qui peuvent parfois vous déstabiliser un peu, ou pour voir un petit peu, alors, soit c'est volontaire, hein, c'est pour voir un petit peu qui vous êtes derrière, comment vous allez vous en sortir, soit c'est involontaire, ça vous déstabilise vous parce que vous n'étiez pas préparé ou quoi que ce soit. Donc, plus vous préparez en amont ces questions, peut-être parfois un peu déconcertantes, mieux c'est. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, évidemment, il s'agit de parler vrai, d'être dans cette sincérité. De toute façon, si vous racontez des carabistouilles sur votre parcours ou sur votre profil, ça va vite se savoir, en se repérer. hein. Il arrive que des recruteurs vous demandent des références, c'est-à-dire des noms de personnes qu'ils peuvent appeler pour en savoir plus sur votre expérience précédente, sur la manière dont vous avez mené telle mission de tel stage, etc. Donc voilà, on n'a pas intérêt à essayer de filouter, j'ai envie de dire là-dessus. Euh, Avoir la juste distance, la juste proximité. Oui, quand vous êtes, on en parlait l'autre jour, quand vous êtes en entretien, restez professionnel, c'est-à-dire voilà, on vous voit la personne,
fait une poignée de main, on s'assoit correctement, il y a toute ce savoir-être qui est nécessaire. Et même si le recruteur peut vous mettre particulièrement à l'aise et jouer du tutoiement ou voilà, avoir une envie de plus grande simplicité, sans être trop raide ou rigide, faites attention à ne pas aller trop dans la proximité parce que c'est pas forcément, dès le premier entretien en tout cas, le bon moment pour le faire. C'est souvent un peu prématuré. Ce qui va être essentiel dans votre entretien, c'est que vous considériez que c'est un entretien gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous avez autant besoin que le recruteur d'avoir des informations sur le poste, sur l'entreprise, sur les missions attendues, pour que vous puissiez discerner à l'issue de l'entretien, si jamais on vous dit oui, on vous prend, mais vous êtes aussi libre de dire oui ou non. Donc pour ça, n'hésitez pas aussi à montrer votre intérêt avec des questions, à rebondir sur les propos de l'interlocuteur pour pas être passif, en fait. Ça va montrer aussi que vous avez cet intérêt, vous êtes renseigné sur l'entreprise. Et puis projetez-vous vers la prochaine étape du recrutement. N'hésitez pas aussi là à poser la question de quelle est la suite de cet entretien, comment ça va se poursuivre pour que vous puissiez relancer facilement derrière en connaissance de cause. Alors là, à l'oral, quand vous parlez de votre expérience scout, là également, valorisez-le comme un engagement au service des autres, une responsabilité qui est formatrice, pas uniquement un loisir ou une activité professionnelle. Hein, et vous pouvez utiliser voilà, école de formation humaine, école de vie, ça marche pour partout. Et puis lieu de sociabilité et d'amitié durable, si vous le souhaitez. Alors ça dépend un peu du secteur et du type d'entreprise que vous visez. Hein. C'est pas toujours des termes qui s'adaptent à tous les secteurs ou tous les types d'entreprises, mais vous voilà, piochez un petit peu dans ces termes-là, ce qui vous paraît être ajusté. Oui, et puis pour compléter de nouveau, alors on va vous la présenter tout à l'heure, la grille de compétences pour donner vraiment des éléments de Oui, compétences et d'expériences factuelles avec des exemples concrets. Et puis appuyez-vous aussi sur les chiffres de l'étude IFOP qui peuvent être aussi intéressants pour notamment pour un public qui ne connaît pas très très bien le scoutisme. Ça peut être vraiment utile pour donner des informations objectives sur l'expérience scout. oui. Alors voilà, justement, on en parle de cette fameuse grille de compétences. Alors en fait, c'est une grille qui liste une trentaine de compétences professionnelles. Cette grille a été réalisée par les guides des scouts d'Europe et de RASSO, donc par des personnes voilà, qui connaissent très bien la pédagogie scout, qui ont été commissaires, chefs de groupe, euh, le président lui-même des guides des scouts d'Europe y a aussi bien travaillé. Et puis, ça a été aussi travaillé par un certain nombre de bénévoles du RASSO qui travaillent dans les ressources humaines, dans le recrutement, qui sont coachs, chargés de recrutement, chasseurs de tête. Clotilde a fait partie justement du groupe de travail pour élaborer cette grille de compétences. Et donc, concrètement, vous avez une trentaine de compétences professionnelles rangées en catégories, donc compétences comportementales, conduite de projet, compétences relationnelles, compétences managériales et compétences techniques. Et en face de chaque compétence, vous avez un exemple concret de la façon dont vous avez pu acquérir ou développer ces compétences en étant chef ou chef-thème. Et vous avez la possibilité ensuite de dire, ben voilà, par exemple, je sais gérer un budget. Ben oui, quand j'étais chef de troupe, le budget de mon camp était de 6 500 euros. Ben voilà, quand on sait déjà gérer un tel budget, c'est déjà une vraie compétence acquise. Et vous pouvez donner un certain nombre d'exemples comme ça. Et vous pouvez aussi vous auto-évaluer pour voir si justement il y a un certain nombre de compétences pour que vous maîtrisez vraiment bien ou d'autres qui sont peut-être un petit peu moins votre point fort, que vous avez peut-être un petit peu moins eu l'occasion de développer. Alors, cette grille, elle est disponible sur le site du RASSO, dans une page qui s'appelle Valorise ton expérience scout, et sur Sycomore aussi pour ceux qui sont encore chefs et cheftaines dans le mouvement. Et puis, elle est disponible en version papier aussi. En général, elle est distribuée pendant les CEP pour ceux qui font des formations scout. Mais dans tous les cas, elle est téléchargeable en PDF et remplissable aussi en PDF si vous le souhaitez sur le site du RASSO. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, alors ça a été un gros travail des dernières années réalisé par une
du groupe Valorisation, qui est un groupe de bénévoles et de salariés de la GSE et du RASO, et qui travaille vraiment sur l'ensemble des dispositifs qui existent euh, soit en France pour tout le monde, tous les bénévoles, soit spécifiquement chez les guides et scouts d'Europe ou au RASO, pour vous aider à valoriser votre bénévolat, à le faire reconnaître, et puis de manière plus pragmatique aussi, vous aider à trouver un stage, une alternance, un job compatible avec votre engagement scout. Donc c'est vraiment, en gros, la Bible pour tous les bénévoles des guides et scouts d'Europe sur ce sujet de valorisation de l'expérience scout. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que vous avez notamment, alors il y a résumé tous les outils du RASO dont je vais vous parler. La plateforme Recrute un chef dont je vais vous parler aussi tout à l'heure est également présentée. Mais vous avez aussi toute une explication sur la valorisation de l'expérience coût dans les études supérieures, puisque vous savez que quand vous êtes étudiant, vous pouvez bénéficier d'une reconnaissance. Ça peut être une modification sur votre moyenne, ça peut être des crédits ECTS, ça peut être la validation d'un parcours civique ou d'un parcours bénévole qui peut être soit optionnel, soit obligatoire dans votre parcours. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. Dans ce livret aussi, on fait un point sur les congés. Qu'est-ce qui est possible en tant que bénévole? Qu'est-ce qui est possible quand on a moins de 25 ans notamment, pour bénéficier de congés pour justement continuer son engagement scout. Et puis, dernier élément intéressant de ce livret, on a rédigé un certain nombre d'attestations et de courriers utiles. Tout est pré-rédigé, vous avez juste à les personnaliser pour vous. Pour demander une dispense de cours, par exemple, pour pouvoir faire un CEP ou partir en camp, ou pour demander des congés quand on est en entreprise, justement pour pouvoir faire un camp ou partir en CEP. Et donc, vous pouvez regarder tous ces éléments-là dans le livret de valorisation. Ce livret est disponible sur le site du RASO et dans Sycomore. Et il est à la disposition aussi des chefs et cheftaines au format papier. Voilà, si vous avez des questions sur ce livret, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans le chat. Mais voilà, tout est téléchargeable sur le site du RASO. Je vous engage vivement à aller le chercher. Alors, autre service qui peut vous être très utile, je vous montrerai après concrètement ce que c'est sur le site. Nous avons une trentaine de bénévoles, dont fait partie Clotilde, qui sont à disposition des chefs et cheftaines partout en France. Voilà, en gros, il y a un, voire plusieurs bénévoles RH par province. Et donc, ces bénévoles sont formés à tout ce qu'on vous a présenté là, formés aux outils, aux contenus, aux services du RASO. Et leur but, c'est d'accompagner les chefs et cheftaines à voilà, à concilier leur engagement scout avec leurs études et leur vie professionnelle. Et donc, ce qu'on est en train de vous expliquer avec Clotilde, eh bien, vous pouvez avoir un bénévole RH qui habite près de chez vous, qui va pouvoir vous aider, vous coacher, vous accompagner, relire votre CV, faire une simulation d'entretien parce que vous devez demander 15 jours de congé à votre tuteur et que vous ne voyez vraiment pas comment vous allez aborder la question. Alors, c'est réservé vraiment aux chefs et cheftaines qui servent dans le mouvement, donc qui sont vraiment chefs actifs. Et puis, je vais aller vous montrer tout à l'heure sur le site du RASO comment accéder à ce réseau et à l'annuaire des bénévoles. Donc ça, vraiment, je vous engage à les contacter si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors, pardon, j'ai une question. Alors, Mathieu demande si c'est pour donner des congés en plus des 5 semaines ou pas. Alors, ça peut être choisir, vous savez qu'en fait, on ne choisit pas forcément toutes ces dates de congé comme on le souhaite. Ça doit être validé par l'employeur. Donc, l'idée, c'est déjà de faire concilier vos demandes et vos contraintes et faire en sorte que vos demandes de congé comment dire, soient acceptées par l'employeur en fonction de vos contraintes à vous et voilà, pas forcément en fonction des contraintes de l'entreprise, c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Et puis ensuite, oui, en effet, il peut y avoir des congés supplémentaires aux 5 semaines de congés. Il y a des congés bénévolats, et c'est ça qui est expliqué dans le livret de valorisation. Les fonctionnements sont différents entre la fonction publique et le privé, entre les conventions collectives. Et puis, il y a des congés aussi spécifiques où, en tous les cas, vous n'avez pas besoin comment dire, d'attendre
un certain nombre de mois pour disposer de congés quand on a moins de 25 ans. Voilà, en fait, en gros, vous avez dans le livret tous les dispositifs possibles et tous ceux à quoi vous avez droit, entre guillemets, en termes de congés, inclus ou pas dans les droits communs, et ce qui est spécifique à ceux qui font du bénévolat ou au moins de 25 ans. Voilà, tout est dans le livret. Mathieu, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je continue sur les outils et services. Et là, alors je vous les cite, mais le mieux c'est que c'est ensuite de vous les montrer. L'espace emploi où vous avez des offres d'emploi, de stage, d'alternance, etc. Je vais vous montrer ça. Recrute un chef qui est très similaire à l'espace emploi de Brasso et qui là est une plateforme de recrutement euh, uniquement pour les chefs et cheftaines, mais des guides scouts d'Europe et des scouts unitaires de France. On a monté ça ensemble pour avoir encore plus de visibilité auprès des recruteurs et que eux est un vivier de 10 000 candidats potentiels parmi les chefs et cheftaines. Et donc, pour eux, le gros avantage, c'est d'avoir des profils juniors de qualité. Mais sachez que toutes les offres qu'on appelle engagement scout compris, que je vous montrerai tout à l'heure, sont à la fois sur sur le site du RASSO et sur Recrute un chef. Elles sont systématiquement renvoyées d'une plateforme vers l'autre, quel que soit le lieu où le recruteur a publié son offre. Les talents du RASSO, je vais vous en parler aussi tout à l'heure. L'annuaire du RASSO, pareil, je vais vous faire une petite démo. Et puis, on a pas mal d'articles qui peuvent qui peuvent vous conseiller, vous inspirer, vous nourrir, vous former autour de cette thématique de la vie professionnelle. Alors, je vais arrêter justement le partage pour vous partager justement le site internet du RASSO. Hop, je l'affiche et vous faire une petite visite guidée. Euh, alors, non, c'est pas le bon écran que je partage. On commence. Voilà. Voilà. Alors, ici, je suis sur le site du RASSO. Donc, j'ai été dans le cours des aînés et j'ai cliqué sur le réseau des bénévoles RH. Donc là, ça vous explique ce qu'est le réseau, pourquoi on l'a fait et à quoi c'est censé répondre en termes de besoins. Et donc ici, vous avez tous les bénévoles RH qui sont disponibles pour les chefs et cheftaines dans les différentes provinces, régions, avec un mini CV très très rapide. Et ensuite, vous pouvez aller voir leur profil LinkedIn et les contacter quand vous cliquez dessus. Voilà, ça ouvre une pop-up ça ouvre un mail. Et donc, vous pouvez écrire directement aux bénévoles en question. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter si vous êtes chef et cheftaine et que vous avez besoin d'aide. Alors, l'autre partie dont je vous ai parlé, c'est l'espace emploi. Donc, vous allez dans Emploi, consulter les offres. Donc là, vous avez toutes les offres qui sont disponibles. Vous pouvez faire une recherche avancée, ce qui est très pratique, par type de contrat, par profil, secteur, métier, expérience, etc. Et, chose très intéressante, vous pouvez cocher l'option engagement scout compris. Donc, cette option, c'est une option qui est disponible aussi sur le formulaire de publication des offres pour les recruteurs. Et donc, vous voyez bien, en fait, quand il coche cette case, c'est qu'il s'engage à permettre au candidat de continuer son engagement comme chef ou cheftaine, notamment formation scout et camp d'été. Ça veut dire qu'il s'engage à vous donner les bons jours, les bonnes dates de congé qui vous permettront d'aller faire une formation ou de partir en camp scout l'été. Donc ça, c'est vraiment avantageux pour ceux qui sont encore chefs et cheftaines et qui sont en train déjà de s'inquiéter de la façon dont ils vont pouvoir faire et leur stage et leur camp cet été. Si jamais vous ne trouvez pas d'offres correspondant à vos critères, le RASSO a plus d'une corde à son arc, ce que vous pouvez faire, c'est devenir talent du RASSO. Alors, ici, en fait, sur cette page, les talents du RASSO, qui est accessible à tous les membres du RASSO, toute la communauté du RASSO et aux recruteurs du RASSO, on présente de manière voilà, très synthétique le CV des personnes, et en particulier des chefs et cheftaines, qui cherchent un stage ou une alternance compatible avec leur engagement scout. Et donc, ça permet vraiment de vous mettre en avant, de mettre en avant aussi vos contraintes si vous en avez. En fait, quand on est en période d'été, on met bien vos dates de camp quand vous les connaissez pour que le recruteur sache tout de suite
euh, quelles sont vos dates de camp. Donc voilà, c'est comme si c'était un annuaire de ceux qui cherchent un stage, une alternance ou un emploi. Et donc, pour postuler, entre guillemets, voilà, en bas, vous avez la bannière. Je souhaite devenir un talent du RASO. Vous remplissez un Google Forms en quelques minutes, c'est très rapide. Et ensuite, nous, on met votre CV sur cette page des talents du RASO. Vous n'avez pas trouvé d'offre, personne ne vous a appelé, bien que vous soyez un talent du RASO. Troisième solution, vous allez un petit peu networker. Et donc là, vous allez aller dans l'annuaire du RASO. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a quasi 25 000 membres du RASO, donc ça fait déjà une belle communauté. Et vous pouvez chercher des membres du RASO en fonction de leur métier, de leur secteur d'activité, etc. Par exemple, vous avez envie de travailler dans une association ou dans l'économie sociale et solidaire, et ben, vous allez rechercher tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là et vous allez pouvoir leur écrire en disant: bonjour, j'aimerais bien échanger avec vous. Peut-être que vous pourriez me donner des conseils, etc., etc. Donc, il y a une messagerie interne qui vous permet donc de networker. La plateforme Recrute un chef est vraiment très semblable. C'est la même chose en gros que l'espace emploi que je vous ai montré. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin et je vérifie, mais je pense que je vous ai tout expliqué. Je vérifie quand même. Ah oui. Et les articles vie pro, c'est voilà, ici dans le blog vie professionnelle. Ici, vous avez plein d'articles qui sont, voilà, qui peuvent être vraiment intéressants pour vous, des témoignages, des petits topos, etc., qui peuvent vous aider dans votre vie professionnelle de manière générale et dans le process de recrutement aussi. On a un certain nombre d'articles dessus. Et on a un petit résumé ici. Voilà, vous avez ici sur cette page, pardon, je recommence, qui s'appelle, vous êtes dans le blog Vie professionnelle, valorise son expérience coûte, mais vous avez un petit raccourci ici dans le point des aînés, ici, valorise son expérience coûte, le livret dont je vous ai parlé qui est téléchargeable, la grille d'évaluation qui est aussi téléchargeable, et puis voilà, un certain nombre d'articles et de conseils qui peuvent vous être utiles. Voilà pour la grande démo du RASO. Je peux prendre, hop, C'est une mine, comme vous pouvez le voir. oui, et on va reprendre le diaporama. Ah bah non, mais c'est tout bon en Je crois fait. qu'on est arrivé au bout de... Ouais, tout à fait. Donc oui, si vous avez des questions, des réactions, des remarques, des choses à nous remonter, n'hésitez pas à utiliser le chat pour quelques minutes avant qu'on clôture ce webinaire. On vérifie si jamais il y a des questions. En attendant, donc voilà, ce support-là, on va justement l'ajouter sur la page que je viens de montrer, que je viens de vous montrer, où il y a le livret, la grille de compétences, etc. Donc vous pourrez le regarder tranquillement. Et puis ce webinaire sera aussi en replay sur le site du RASO et sur notre chaîne YouTube. Et puis donc n'hésitez pas si vous êtes chef et cheftaine, à, à utiliser le réseau des bénévoles RH. Et puis pour tous les autres, vous avez vu qu'il y avait plein d'outils qui peuvent vous aider dans votre recherche de stage, d'alternance ou tout simplement dans votre souhait de valoriser votre expérience. Oui, je te laisse répondre, Delphine. Ah, ok, oui, Claire. Quid des stages job à l'étranger? Y a-t-il un partenariat avec l'UIGSE? Alors, euh, il y a quelques stages job qui sont proposés à l'étranger, mais il y en a très peu sur le site du RASO. Alors, pas de partenariat, enfin, en tous les cas, de cet ordre-là, existant ou possible même avec l'UIGSE, puisque l'UIGSE n'a pas de plateforme équivalente au RASO dans les autres associations euh, étrangères de la Fédération des scouts d'Europe. Donc voilà, malheureusement, ils ne pourraient pas nous apporter voilà, des jobs ou des stages à l'étranger. C'est quelque chose auquel on réfléchit. On peut notamment s'appuyer sur les expats, donc ceux qui ont été guides ou scouts en France et qui sont maintenant dans le monde entier. Si vous allez sur l'annuaire du RASO, il y a une carte qui géolocalise tous les membres du RASO et vous verrez qu'en fait, il y en a un peu partout dans le monde. Donc ça peut aussi être un moyen
justement de networker, de faire travailler le réseau et de contacter des anciens, des membres du RASO qui travaillent dans le pays dans lequel vous voulez aller et qui peuvent peut-être vous aider et vous mettre le pied à l'étrier. Mais pour l'instant, c'est malheureusement tout ce que l'on peut proposer en termes de stage et de job à l'étranger. Voilà, voilà. Est-ce que, Claire, j'ai répondu à ta question et est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Ah, il y a une piste. Euh, Ah, excellent. ah, ok. Eh bien, Claire, on va se parler. C'est une excellente idée. Je pense en effet qu'on peut en parler et puis en parler au niveau de l'UEGSE. Je sais qu'on a aussi énormément de demandes, alors un peu de Suisse, mais beaucoup de Belges euh, voilà, qui, comme le RASO est francophone, aimeraient rejoindre le RASO. Donc, très bien, Claire, prenons rendez-vous. Parfait. Initiative. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur voilà, la manière de valoriser votre expérience route dans vos supports, dans vos entretiens, dans vos candidatures? Ou est-ce que c'était si clair qu'il n'y a pas de questions? Eh bien, on va dire que c'était si clair qu'il n'y a pas de question. Ouais, j'ai Prends cette l'impression. option-là. Ouais. Ça va être l'heure aussi d'aller se coucher, peut-être pour certains. Donc, Clotilde, un grand, grand merci Je pour t'en ta prie. disponibilité et ton professionnalisme. Merci à tous pour votre participation. On fait vite le montage de ce webinaire pour pouvoir le mettre en ligne. Et puis, on vous souhaite une belle soirée, un bel avant jusqu'à Noël. Et puis, on se retrouve en 2025 pour de nouvelles conférences en ligne avec le RASO. Et Merci Clotilde. très belle candidature à tous. Oui, à bientôt. Bonne Bonne soirée à tous. soirée, bon Noël. À bientôt. Au revoir.